la chose. Du côté de l'offre de travail, on a une offre beaucoup trop faible. La présidente de la commission des lois vient de le rappeler. Il y a 29% des détenus qui travaillent. On fait l'évaluation, et l'administration pénitentiaire le fait régulièrement. Je peux vous dire que 90% ont envie de travailler. Pourquoi ont-ils envie de travailler? Parce que ça leur assure des revenus en prison. La prison, c'est la misère matérielle, contrairement aussi aux idées reçues. Et donc travailler, ça veut dire avoir des revenus et ne pas trop subir l'influence de ceux qui ont un peu d'argent. Acheter une cigarette en prison, c'est les revenus du travail qui le permettent, ou bien c'est l'apport de la famille, très important. Ça peut être aussi la dépendance vis-à-vis d'un type qui vous demandera des choses pas très recommandables. Ça, c'est la première difficulté de l'offre. La deuxième difficulté de l'offre, c'est que le classement dans le travail, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'affectation d'un détenu au travail, est quelque chose d'infiniment précaire. L'administration a le pouvoir de classer, de déclasser comme elle l'entend, et indépendamment de la durée de détention que j'évoquais, il y a des fragilités au maintien dans l'emploi pour diverses raisons dans lesquelles je ne vais pas me lancer maintenant, mais qui marquent qu'il y a peu d'efforts de qualification qui peuvent jouer parce que non seulement le temps de la détention est court, mais le temps de travail est encore plus court. Troisièmement, l'intérêt du travail est très faible et les personnes qui travaillent le ressentent très fortement, ça. C'est du travail industriel d'avant-hier, par exemple trier 2 oignons qui vont être vendus après un hypermarché, ou assembler 2 bouts de ciseaux pour bébé, je dis des choses que j'ai vues. Ou bien c'est du travail de façonnage, vraiment qui ne nécessite en effet aucune qualification, mais qui est très déprimant pour le réaliser. Et enfin, le 4e handicap de l'offre de travail, c'est que la rémunération est faible. Alors elle est faible, elle est réglementée. Cette réglementation, elle prévoit que c'est une part du SMIC, on appelle ça le salaire minimum de référence. Sauf que dans la quasi-totalité des établissements pénitentiaires, ce salaire minimum de référence n'est pas atteint. C'est-à-dire que la réglementation n'est pas observée à cet égard. Les chiffres recueillis par le contrôle général des lieux de privation de liberté sont tout à fait éloquents sur ce point, pour diverses raisons. Bien. Donc, il faut remonter cette pente, et c'est ça qui est compliqué. Sur les objectifs, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière. C'est beaucoup plus simple. Vous avez le rapport sous les yeux, donc je vais en rappeler simplement quelques-uns. Je crois que le premier, c'est développer beaucoup l'orientation professionnelle et la qualification. Et l'orientation professionnelle, à mes yeux, c'est quelque chose qui peut être fait notamment durant des durées brèves de détention. On s'est usé sur ce point, si je puis dire, depuis 40 ans en matière de chômage. Il est étonnant qu'à l'arrivée en détention, Claude Harcourt est là, il a énormément développé les procédures d'arrivants. Aujourd'hui, on ne demande pas quelle est la qualification professionnelle des arrivants. On ne s'intéresse pas à cet aspect des choses. Donc il est facile, même dans un temps de détention très court, de développer ces actions, de développer comment rédiger un CV, enfin tout ce qu'on a appris à faire dans ce pays depuis 40 ans. Et ça ne se fait pas. La deuxième chose à faire, c'est de développer, bien entendu, la formation professionnelle. Elle est confiée désormais, y compris pour les personnes détenues aux régions, c'est peut-être là une opportunité. Mais je crois aussi que la formation professionnelle offre une occasion inespérée de développer ce qui se fait dedans, comme on dit, pour désigner la prison, et ce qui se fait dehors. Les gens qui relèvent de la formation professionnelle ont un statut, en vertu du Code du travail. Et ce statut leur assure une rémunération. Et je ne vois pas ce qui empêche aujourd'hui de commencer une formation professionnelle en détention et de la poursuivre hors de détention après la sortie par le même organisme et avec la même rémunération. Et ça assure une continuité formidable en effet qui évite tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la sortie dehors un petit matin sans rien avec un pécule qui est insignifiant, des sommes qu'on a mises de côté et qui sont, on en a fait le calcul mais peu importe, qui sont très très faibles. Donc il faut assurer cette continuité. Une autre occasion de continuité, c'est ce qu'on appelle les entreprises d'insertion d'activité par l'économie, qui consiste à pouvoir faire travailler quelqu'un à la fois aussi dedans et dehors. Ça peut être la même. Alors ça nécessite ça évidemment des aménagements, aujourd'hui ça ne se fait pas,
Mais c'est possible puisque la réglementation d'ores et déjà prévoit l'intervention de ce type d'entreprise en détention. Nous avons pensé que par exemple certaines activités de ce qu'on appelle le service général, entretien des bâtiments, blanchisserie, etc., pourraient être aisément déléguées à ce type d'entreprise, dont d'ailleurs c'est souvent la spécialité. Ça ne se fait pas. Troisième chose, il faut rendre beaucoup plus facile les conditions d'exercice du travail en atelier, notamment y compris pour les concessionnaires, ceux qui viennent offrir du travail. Ils sont soumis, la présidente de la commission des lois vient de le rappeler, à des conditions un peu extravagantes. Il faut faire entrer le produit et ressortir le produit fini. C'est pas simple. Moi j'ai vu, on va faire chorus avec ce que vous avez dit, un établissement qui a ouvert en 2009, où la porte d'entrée des ateliers n'avait pas été conçue pour laisser passer un chariot élévateur, et par conséquent, tout le déchargement ou le chargement se faisait à bras. Bon. Comment se fait-il qu'on commet ce genre d'erreur? Parce que le travail est une chose secondaire en détention. Donc il faut faire ça. Nous avons pensé aussi qu'il faut introduire massivement le numérique en détention, parce qu'il faut qu'il y ait une économie connectés en détention exactement comme ailleurs. Les murs de la prison, à cet égard, ne sont rien. C'est une marchandise qui peut circuler indépendamment de la détention. Il faut donc la développer. En plus, ça demande peu d'espace et c'est une occasion de qualification pour les détenus dont ils sont récemment très, très preneurs. Il y a beaucoup de travaux qui les rebutent un petit peu, notamment de nature industrielle. L'économie numérique les intéresse. Comme toute leur génération, je rappelle que les détenus sont massivement des trentenaires, même des plus jeunes. Je crois aussi qu'il faut, nous l'avons écrit, réformer la gouvernance du travail pénitentiaire. À cet égard, former des cadres pénitentiaires qui sont compétents en la matière. Je ne mets pas en cause le dévouement des officiers, comme on les appelle ATF, en détention, ateliers de travail formation, qui font des prodiges. Il y a des premiers surveillants aussi de l'établissement qui font des prodiges, mais ils ne sont pas formés pour ça. Et donc l'idée, c'est de faire, au sein de l'administration pénitentiaire, des gens compétents qui ont une formation économique, qui savent ce que c'est qu'une entreprise, pour pouvoir dialoguer. Il faut aussi, donc, je crois, nous avons proposé de faire une agence nationale pour la réinsertion des détenus. Alors, on est confronté là à une espèce de besoin d'harmonisation législative, puisque le gouvernement a fait déjà sienne l'idée d'un travail, d'une agence pour le travail d'intérêt général, mais il faudra aussi qu'un établissement public, à notre sens, s'occupe de la réinsertion des détenus en tant que tel. Alors, comme je ne veux pas trop parler, je vais m'arrêter là simplement, je laisse en suspens bien d'autres choses qui sont dans le rapport. Je voudrais conclure d'un mot quand même, parce que nous vivons une espèce de paradoxe dans ce pays. Ceux qui ne sont pas détenus et qui sont dans la même situation d'absence de qualification, d'addiction, etc., ont dans notre société dehors beaucoup d'outils dont ils peuvent se saisir tout seuls ou avec l'aide de cours d'emploi, des missions locales, etc., pour se trouver quelque chose. Et on sait bien que s'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a beaucoup de choses qui marchent. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui trouvent à se réinsérer. Il se trouve que l'infraction leur enlève aussi tous ces outils. Alors on dira, tant pis pour eux, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Oui, mais notre société ne s'y retrouve pas. Et donc je crois qu'au fond, l'esprit de notre travail, c'est de donner à des condamnés, en effet, qui sont punis pour cela et qui ont une durée de peine déterminée par le juge, qui puissent aussi se saisir d'outils qui vont les tirer d'affaire et